Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'ai 32 ans. Il y a 3 ans, j'ai pris une décision qui a tout changé entre ma famille et moi. J'ai cessé de rentrer pour les fêtes, j'ai arrêté d'appeler chaque semaine et, en gros, j'ai disparu de leur vie. Mais pour la Toussaint cette année, je pensais que les choses seraient différentes. Je pensais que ma réussite, ma nouvelle vie, ma stabilité financière me vaudraient enfin le respect que je convoitais depuis l'enfance. J'avais tellement tort. Ce qui s'est passé ce soir-là, à notre table de dîner familial, a choqué tout le monde, y compris moi-même. Et les mots qui sont sortis de ma bouche ont changé notre dynamique familiale pour toujours. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce soir-là, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton « J'aime » si vous vous êtes déjà senti comme un étranger dans votre propre famille. Et assurez-vous de vous abonner car cette histoire devient intense et vous ne voudrez pas manquer comment tout cela se déroule. Ayant grandi en tant que cadette d'une famille de 4 enfants, j'ai toujours eu l'impression de regarder la vie à travers une fenêtre au lieu de la vivre réellement. Ma mère, Marthe, avait une façon bien à elle de montrer clairement qui étaient ses favoris. Et, spoiler alerte, ce n'était pas moi. Sandra, ma sœur aînée, était l'enfant prodige. Elle s'est mariée à 22 ans avec son amour de lycée, a eu 3 beaux enfants avant ses 28 ans et vivait à seulement 3 kilomètres de la maison de notre enfance. Pour ma mère, Sandra représentait tout ce qu'une femme devrait être. Dévouée, mère aimante et, surtout, disponible chaque fois que maman avait besoin de quelque chose. Puis il y avait Bérénice, ma sœur du milieu, qui est devenue infirmière diplômée d'État. Maman rayonnait de fierté chaque fois qu'elle parlait du travail de Bérénice, de la façon dont elle sauvait des vies et faisait une différence dans le monde. Bérénice travaillait de longues heures à l'hôpital local, mais elle parvenait quand même à rendre visite à maman 2 fois par semaine, apportant les courses et aidant aux tâches ménagères. Mon frère Renaud était le petit dernier, le prince de la famille. Même s'il n'avait que 2 ans de plus que moi, il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de maman. Quand il a abandonné ses études supérieures pour poursuivre une carrière dans le BTP, maman a qualifié cela de pratique. Quand il est revenu vivre à la maison à 25 ans après des fiançailles rompues, maman a appelé cela une planification financière intelligente. Quand il s'est finalement marié l'année dernière à 30 ans, maman leur a organisé la plus grande fête de mariage dans le jardin que notre quartier ait jamais vue. Et puis il y avait moi, celle qui en voulait trop, qui rêvait trop grand et qui, apparemment, se souciait trop peu des valeurs familiales. Dès l'âge de 16 ans, je savais que je voulais quelque chose de différent de ce que mon petit village de Normandie pouvait m'offrir. Je voulais travailler dans le marketing, créer des campagnes qui toucheraient des millions de personnes, construire quelque chose de plus grand que moi. Mais chaque fois que je parlais de mes rêves, maman secouait la tête et disait des choses comme « C'est bien, ma chérie, mais n'oublie pas ce qui compte vraiment dans la vie. » Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire en marketing et communication, au lieu de célébrer, maman m'a demandé quand j'allais me ranger et lui donner d'autres petits-enfants. Quand j'ai obtenu mon premier emploi dans une petite agence de marketing à Rouen, maman s'inquiétait que je me concentre trop sur ma carrière et pas assez sur la recherche d'un bon mari. Et quand j'ai annoncé que je déménageais à Paris pour une meilleure opportunité, le silence à table était assourdissant. Le jour de mon départ pour Paris, maman m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, mais cela semblait mécanique, comme si elle pleurait déjà la fille qu'elle pensait perdre. Sandra a dit que j'étais égoïste, que je laissais la famille derrière moi pour l'argent et le statut. Bérénice m'a souhaité bonne chance, mais m'a rappelé qu'il y avait beaucoup de bons emplois plus près de la maison. Seul Renaud semblait vraiment excité pour moi, ce qui, d'une certaine manière, a rendu le départ plus difficile. Ces premiers mois à Paris ont été solitaires d'une manière que je n'avais pas prévue. J'appelais à la maison tous les dimanches, essayant de partager mes petites victoires, mon nouvel appartement, les projets sur lesquels je travaillais. Mais les conversations semblaient toujours à sens unique. Maman me donnait des nouvelles des enfants de Sandra, les dernières histoires de travail de Bérénice, les progrès professionnels de Renaud, puis me posait 1 ou 2 questions polies sur ma vie avant de passer à des affaires familiales plus importantes. Sur 3 ans, ces appels du dimanche sont devenus des appels mensuels, puis des appels pour les fêtes, puis juste des appels d'anniversaire. J'ai arrêté de rentrer pour la Toussaint, Noël, Pâques. Je me disais que j'étais trop occupée, que le travail exigeait trop de mon temps. Mais la vérité, c'est que ça faisait trop mal de s'asseoir à cette table et de se sentir invisible pendant que la vie de tout le monde était célébrée et discutée en détail. Mais cette année allait être différente. Cette année, je rentrais à la maison en tant qu'exemple de réussite qu'il ne pourrait ignorer. Au cours des 3 dernières années, j'avais été promue 3 fois. J'étais maintenant directrice marketing dans une grande entreprise du CAC 40, gérant une équipe de 15 personnes et m'occupant de campagnes avec des budgets qui dépassaient les dépenses municipales annuelles de mon village natal. Mon salaire avait 6 chiffres. Mon appartement donnait sur la Seine, et je venais de conclure un accord qui créerait plus de 200 nouveaux emplois dans le Grand Ouest. Quand maman m'a appelé début novembre et m'a invité à la maison pour la Toussaint,
sa voix avait une chaleur que je n'avais pas entendue depuis des années. Elle a dit que toute la famille serait là, que les enfants de Sandra demandaient après leur tante Jeanne, que cela signifierait tellement d'avoir tout le monde réuni à nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti l'espoir fleurir dans ma poitrine. Peut-être que mon succès leur avait enfin prouvé quelque chose. Peut-être qu'ils étaient prêts à me voir comme plus que la fille qui avait choisi la carrière plutôt que la famille. J'ai mis les petits plats dans les grands pour préparer cette visite. J'ai dépensé plus de 2000 € en cadeaux. Pour maman, j'ai acheté le dernier iPad avec un bel étui en cuir, pensant qu'elle pourrait l'utiliser pour m'appeler plus souvent en vidéo. Pour les 3 enfants de Sandra, j'ai choisi la dernière console de jeu, des fournitures d'art et des tablettes éducatives. Pour Bérénice, j'ai pris un forfait week-end spa dans un complexe de luxe, sachant à quel point elle travaillait dur et prenait peu de temps pour elle. Pour Renaud et sa femme Pascale, j'ai acheté un magnifique ensemble d'appareils de cuisine pour leur nouvel appartement. J'ai réservé un billet de TGV en première classe de Paris à Rouen, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, mais que je sentais pouvoir enfin me permettre. J'ai réservé une voiture de location de luxe, une BMW noire élégante qui, je le pensais, montrerait à tout le monde à quel point je réussissais. J'ai même fait une folie pour une séance de stylisme professionnel, me faisant coiffer dans un salon cher et achetant une nouvelle tenue à la fois élégante et assez décontractée pour un dîner de famille. La veille de mon départ, j'ai appelé ma meilleure amie Louise, à peine capable de contenir mon excitation. Je lui ai parlé de tous les cadeaux, de la façon dont j'allais enfin montrer à ma famille que j'avais fait quelque chose de ma vie, que je n'étais pas la rêveuse irresponsable qu'ils pensaient que j'étais. Louise, qui me connaissait depuis l'université et avait été témoin de nombreuses de mes déceptions familiales au fil des ans, a été douce mais réaliste. Jeanne, je suis heureuse que tu sois excitée, mais souviens-toi simplement que les gens ne changent généralement pas du jour au lendemain. Ta réussite est incroyable, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils te verront soudainement différemment. J'ai balayé ces inquiétudes. Louise, quand ils verront que je suis financièrement stable, que je peux prendre soin de moi, et même les aider, ils devront respecter ça. L'argent change la façon dont les gens vous voient, que cela nous plaise ou non. Mais même en prononçant ces mots, il y avait une petite voix au fond de ma tête qui se demandait si Louise n'avait pas raison. J'ai fait taire cette voix, me concentrant plutôt sur la vision que j'avais de moi entrant dans la maison de mon enfance en tant que la fille qui a réussi et qui a finalement rendu sa famille fière. Le voyage en train a été agréable, et alors que le TGV approchait de Rouen, j'ai senti mon cœur s'emballer d'anticipation. La BMW de location était tout ce que j'avais espéré. Et pendant les 40 minutes de route jusqu'à mon village natal, Valmont, j'ai répété dans ma tête comment j'allais mentionner nonchalamment ma récente promotion, la dernière campagne réussie de mon équipe, les plans d'expansion de mon entreprise. Quand je me suis garée dans l'allée de la maison de mon enfance, tout semblait exactement pareil. La petite maison à 2 étages avec son bardage bleu délavé, le jardin envahi que maman n'avait jamais le temps d'entretenir correctement, la boîte aux lettres qui penchait légèrement vers la gauche, et qui était comme ça depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. Pendant un instant, en la voyant avec mes yeux d'adulte, j'ai réalisé à quel point ma perspective avait changé. Cette maison qui avait semblé si grande et importante dans mon enfance avait maintenant l'air petite et fatiguée. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que j'étais à la maison, couronnée de succès, et prête à prendre enfin ma place en tant que membre apprécié de cette famille. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que je puisse frapper, et maman était là, exactement la même, à l'exception de quelques mèches grises de plus dans ses cheveux bruns. Elle portait son cardigan bleu préféré, celui qu'elle avait depuis au moins 10 ans, et son sourire semblait sincère alors qu'elle ouvrait ses bras pour une étreinte. « Jeanne, ma chérie, tu es arrivée, dit-elle, m'embrassant brièvement avant de reculer pour me regarder. Tu as l'air différente. Très professionnelle. » Je ne savais pas si c'était un compliment ou une observation, mais j'ai choisi de le prendre positivement. « Merci, maman. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde. Ils sont dans la voiture. »« C'est gentil, ma chérie. Entre. Entre. » Sandra est dans la cuisine avec les enfants, et Bérénice ne devrait pas tarder. En entrant dans le salon, j'ai été immédiatement submergée par le chaos qu'étaient les 3 enfants de Sandra. Thomas, 8 ans, poursuivait Lise, 6 ans, autour de la table basse tandis qu'Emma, 4 ans, était assise par terre en pleurant pour quelque chose. Sandra est sortie de la cuisine, l'air épuisé mais souriant. « Jeanne. Oh mon Dieu, regarde-toi. » Sandra s'est précipitée, me donnant une étreinte qui semblait plus enthousiaste que celle de maman. Les enfants venaient dire bonjour à tante Jeanne. Les enfants ont cessé leurs diverses activités et se sont approchés avec une certaine réticence. Thomas, l'aîné, m'a serré la main comme un petit gentleman. Lise m'a fait un signe timide. Emma a continué à pleurer jusqu'à ce que Sandra la prenne dans ses bras. Ils sont juste excités par tout ce monde, expliqua Sandra en berçant doucement Emma.
Nous n'avons plus de grandes réunions de famille très souvent. J'ai ressenti une petite pointe de culpabilité à cette remarque, sachant que mon absence avait contribué à la rareté de ces rassemblements. Avant que je puisse répondre, Bérénice est arrivée, portant encore sa blouse d'infirmière de son service du matin. « Désolée, je suis en retard », lança Bérénice, embrassant d'abord maman, puis Sandra avant de se tourner vers moi. « Jeanne, waouh, tu es superbe. Comment s'est passé le voyage ?»« Très bien, merci. La première classe fait vraiment une différence, » dis-je, regrettant immédiatement le ton de ma remarque. Je n'essayais pas de me vanter, mais c'est sorti de travers. Bérénice a légèrement haussé un sourcil, mais a souri. « Eh bien, ne voilà-t-il pas que tu es devenu chic ?» Avant que la conversation ne devienne gênante, Renaud est arrivé avec sa femme, Pascal. Renaud avait l'air bien, en meilleure santé que dans mon souvenir, et Pascal semblait douce, bien qu'un peu dépassée par la rencontre avec la famille élargie. Jeanne. L'étreinte de Renaud fut la plus chaleureuse que j'avais reçue de toute la journée. Mec, ça fait plaisir de te voir. Pascal, voici ma petite sœur dont je te parlais, celle qui a déménagé dans la grande ville. Pascal sourit timidement. Renaud parle de toi tout le temps. Il est si fier de ce que tu as accompli. Ce commentaire a fait gonfler mon cœur. Au moins quelqu'un dans ma famille parlait positivement de mes choix de vie. Alors que nous nous installions tous dans le salon, j'ai décidé qu'il était temps de présenter les cadeaux. Je suis sortie à la voiture et j'ai ramené les paquets soigneusement emballés, impatiente de voir les réactions de chacun. « Tu n'avais vraiment pas besoin de faire ça, » dit maman. Mais elle accepta le paquet de l'iPad que je lui tendis. « Je voulais le faire, » répondis-je. Je pensais que nous pourrions peut-être nous parler plus souvent en vidéo, si tu avais quelque chose de facile à utiliser. Maman ouvrit le paquet et fixa l'iPad un instant. Ça a dû coûter cher. Ne t'inquiète pas pour ça. Je veux juste que nous restions plus en contact. Les enfants de Sandra étaient beaucoup plus enthousiastes à propos de leur cadeau, surtout quand Thomas découvrit la console de jeu. Sandra semblait contente, mais n'arrêtait pas de dire des choses comme « C'est trop, Jeanne. Tu n'aurais pas dû dépenser autant d'argent. » Bérénice a adoré le forfait spa, bien qu'elle ait immédiatement commencé à dire qu'elle n'aurait probablement pas le temps de l'utiliser avant l'année prochaine. Renaud et Pascal étaient reconnaissants pour les appareils de cuisine, bien que Pascal ait chuchoté que la cuisine de leur appartement pourrait être trop petite pour certains des articles. Alors que la distribution des cadeaux touchait à sa fin, j'ai essayé d'orienter la conversation vers ma vie professionnelle. Alors, j'ai une nouvelle excitante à partager. Je viens d'être à nouveau promue. Je supervise maintenant toute la région du Grand Ouest pour nos campagnes. C'est bien, ma chérie, dit maman. Mais elle tournait déjà son attention vers Sandra pour l'aider à maîtriser les enfants. J'ai réessayé. L'entreprise est en pleine expansion et mon équipe vient de décrocher un contrat qui va créer plus de 200 nouveaux emplois en Normandie et en Bretagne. Bérénice leva les yeux de son téléphone. Ça a l'air important. Ça l'est. Je veux dire, c'est exactement le genre de travail que je rêvais de faire quand j'étais plus jeune, avoir un impact réel. Tu sais, Sandra, qui essayait de convaincre Emma d'arrêter de pleurer pour quelque chose, écouta à moitié et dit « C'est super, Jeanne. On dirait que tu te fais vraiment un nom là-bas. » Il y avait quelque chose dans son ton que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Ce n'était pas exactement du soutien, mais ce n'était pas non plus du mépris. C'était comme si elle reconnaissait mon succès tout en suggérant simultanément que ce n'était pas le genre de succès qui comptait vraiment. La conversation a rapidement basculé sur la prochaine réunion de l'APE de Sandra, le patient de Bérénice qui avait fait une guérison remarquable et le dernier chantier de construction de Renaud. Je me suis retrouvée assise là, à écouter la vie des autres être discutée et célébrée tandis que mes nouvelles semblaient être une note de bas de page déjà oubliée. Puis, dans un moment d'inspiration que je regretterai plus tard, j'ai décidé de faire une offre qui, je le pensais, leur montrerait enfin à quel point j'avais réussi. Maman, j'ai remarqué que la maison aurait besoin de quelques rénovations. Les marches du perron ont l'air un peu usées, et je me souviens que tu as mentionné que le toit fuyait. J'adorerais t'aider à réparer ces choses. Je pourrais facilement couvrir les frais. La pièce est devenue silencieuse. Maman me regarda avec une expression que je ne pouvais pas lire, et les sourcils de Sandra se sont haussés. Jeanne, dit lentement maman. Nous n'avons pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, dis-je rapidement. C'est la famille qui aide la famille. Je m'en sors bien financièrement, et je veux investir pour que cette maison reste agréable. Nous nous sommes très bien débrouillés sans ton argent, répondit maman, sa voix devenant un peu plus sèche. Nous nous occupons de cette maison depuis avant ta naissance. J'ai senti mes joues brûler. Je sais ça, maman. J'ai juste pensé. Tu as pensé quoi?
Que parce que tu gagnes bien ta vie, nous sommes soudainement devenues impuissantes. Sandra est intervenue. Jeanne, je pense que ce que maman essaie de dire, c'est que nous apprécions l'offre, mais nous ne sommes pas un cas social. Je suis restée là, stupéfaite. J'avais essayé de montrer de l'amour et du soutien, et d'une manière ou d'une autre, cela avait été interprété comme de la condescendance. Le reste de l'après-midi s'est déroulé dans une conversation polie mais tendue, et j'ai commencé à réaliser que Louise avait peut-être eu raison. Mon succès n'avait absolument pas changé leur perception de moi. Si quoi que ce soit, cela semblait avoir empiré les choses. Alors que le soir approchait, la tension de mon offre précédente ne s'était pas dissipée. Au contraire, elle semblait flotter dans l'air comme de la fumée, rendant chaque interaction forcée et inconfortable. Sandra avait pris en charge la préparation du dîner, se déplaçant dans la cuisine de maman avec l'assurance de quelqu'un qui faisait cela depuis des années. Quand j'ai proposé mon aide, elle a poliment mais fermement décliné. « Merci, mais j'ai mon système », dit Sandra en remuant quelque chose sur le feu. « De toute façon, tu n'es pas habituée à la façon dont maman aime que les choses soient faites. » Cette remarque m'a piqué plus qu'elle n'aurait dû. Il était vrai que je n'étais pas entrée dans cette cuisine depuis 3 ans, mais c'était toujours la cuisine où j'avais appris à cuisiner, où j'avais aidé à préparer d'innombrables repas de famille pendant mon enfance et mon adolescence. Bérénice mettait la table, et je les regardais disposer 7 couverts. 7. J'ai compté les personnes qui allaient manger. Maman, Sandra, Bérénice, Renaud, Pascal, moi, et les 3 enfants de Sandra. Cela faisait 8 personnes. Mais il n'y avait que 7 chaises autour de la table de la salle à manger. Bérénice, je crois que tu as oublié un couvert, dis-je en essayant de garder une voix légère. Bérénice regarda la table, compta silencieusement, puis me regarda. Oh, c'est vrai. Eh bien, les enfants mangent de toute façon à la table basse dans le salon, donc nous avons besoin de 5 couverts pour les adultes plus Sandra. Elle fit une pause. Je suppose que tu peux utiliser le petit tabouret de la cuisine. Le petit tabouret de la cuisine. C'était un tabouret en bois que nous utilisions quand nous étions enfants, à peine assez haut pour atteindre correctement la table. J'ai fixé Bérénice, attendant qu'elle réalise à quel point cela sonnait mal, mais elle était déjà passée au pliage des serviettes. En fait, dis-je, ma voix soigneusement contrôlée. Je crois que je préférerais m'asseoir à la table principale avec tout le monde. Sandra appela de la cuisine. Le tabouret de la cuisine est très bien, Jeanne. C'est juste pour un soir. Juste pour un soir. Comme si ma présence était un inconvénient temporaire à accommoder avec un minimum d'effort. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac en réalisant ce qui se passait. Il ne s'était pas préparé pour moi. Pas vraiment. Oui, il m'avait invité, et oui, il s'attendait à ce que je vienne, mais il ne m'avait pas réellement fait de place. Les cadeaux que j'avais apportés, le succès que j'avais atteint, l'argent que je gagnais, rien de tout cela ne m'avait valu une place à la table de ma propre famille. Alors que nous nous rassemblions pour le dîner, je me suis retrouvée perchée sur ce tabouret de cuisine inconfortable, légèrement plus bas que tout le monde, légèrement en dehors du cercle naturel de la conversation. Le symbolisme ne m'a pas échappé, et je me suis demandé si c'était intentionnel ou simplement cruellement irréfléchi. La conversation du dîner s'est déroulée autour de moi, comme si j'étais un rocher dans un ruisseau. Sandra a parlé de son bénévolat à l'école des enfants, de la façon dont elle organisait le spectacle de Noël cette année, à quel point c'était gratifiant d'être si impliquée dans l'éducation de ses enfants. Maman rayonnait de fierté, louant Sandra d'être une mère si dévouée. C'est si important d'être présent pour ses enfants, dit maman en passant la purée. Sandra, tu fais exactement ce qu'une mère devrait faire. Tes enfants ont tellement de chance d'avoir quelqu'un qui met la famille en premier. Bérénice a partagé des histoires de l'hôpital, parlant d'un cas particulièrement difficile où elle était restée tard plusieurs soirs de suite pour aider un patient à traverser une crise. Encore une fois, le visage de maman s'est illuminé d'admiration. Voilà ce qu'est un vrai service, dit maman. Bérénice, tu fais une telle différence dans la vie des gens. Ça doit être si significatif de savoir que tu aides vraiment les gens. Quand Renaud a parlé de son travail dans le bâtiment, de la façon dont il construisait des maisons pour de jeunes familles dans la région, maman a hoché la tête avec approbation. Un travail honnête, dit-elle. Construire quelque chose de réel, quelque chose qui compte pour la communauté. J'ai attendu mon tour, que quelqu'un me pose des questions sur mon travail, ma vie, mes récents accomplissements. Mais la conversation a continué à tourner autour de moi, abordant les potins locaux, les nouvelles de la famille élargie, les activités scolaires des enfants de Sandra, l'emploi du temps de Bérénice, les plans de Renaud pour développer son entreprise. Finalement, j'ai décidé de me lancer. J'ai une nouvelle excitante à propos de mon travail que j'aimerais partager. La table s'est tue, et tout le monde m'a regardé poliment.
Mon équipe vient de terminer une campagne pour un grand constructeur automobile qui va créer 200 nouveaux emplois d'usine en Normandie et en Bretagne. C'est le plus grand projet que j'ai jamais géré, et il va avoir un impact réel sur des communautés comme celle-ci. J'ai attendu les éloges, l'excitation, la reconnaissance que mon travail était aussi significatif et important. Au lieu de cela, maman a soupiré légèrement. C'est bien, ma chérie, mais tu sais, l'argent ne fait pas tout. Il y a des choses plus importantes dans la vie que les gros contrats d'affaires. Sandra a hoché la tête. Certaines personnes perdent de vue ce qui compte vraiment quand elles se laissent prendre par le succès en entreprise. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Il ne s'agit pas d'argent, dis-je, ma voix s'élevant légèrement. Il s'agit de créer des emplois pour de vraies familles, d'aider les communautés à se développer. En quoi est-ce différent de ce que font tous les autres? Eh bien, dit Bérénice prudemment, c'est juste que ton travail est si distant. Tu es à Paris à prendre des décisions sur des gens que tu n'as jamais rencontrés. Nous sommes ici, interagissant réellement avec les gens que nous aidons. L'implication était claire, leur travail était réel et significatif parce qu'il était local et personnel. Mon travail était en quelque sorte moins précieux parce qu'il opérait à plus grande échelle. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine, mais avant que je puisse répondre, Renaud m'a surprise en prenant la parole. En fait, ce que fait Jeanne a l'air assez important. Je veux dire, créer des emplois, c'est créer des emplois, non? Pendant un instant, je me suis sentie reconnaissante de son soutien. Mais ensuite, Sandra a ri. Oh, Renaud, tu es si gentil. Mais il y a une différence entre se soucier des gens et se soucier des marges bénéficiaires. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. J'envoyais de l'argent à la maison depuis 2 ans, et dans cette famille d'une manière qu'ils ne connaissaient même pas. Et ils étaient assis là à me faire la morale sur le fait de se soucier des gens contre le profit. Puisque nous parlons de se soucier des gens, dis-je, ma voix dangereusement calme. Peut-être devrais-je mentionner que je me soucie financièrement de cette famille depuis un certain temps maintenant. La table est devenue silencieuse. Maman avait l'air confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, j'envoie de l'argent à la maison chaque mois depuis 2 ans. J'aide avec des dépenses que vous n'avez apparemment pas jugées assez importantes pour les mentionner ou les reconnaître. Sandra posa sa fourchette. Quel genre de dépenses? J'aurais pu m'arrêter là. J'aurais pu reculer, changer de sujet, prétendre que j'avais mal parlé. Mais 3 ans de sentiment d'invisibilité, combinés au fait d'être relégué à un tabouret de cuisine à la table de ma propre famille, m'avaient poussé au-delà de mon point de rupture. Oh, vous savez, des petites choses, dis-je, le sarcasme s'insinuant dans ma voix. Comme la facture d'électricité, la facture d'eau, l'Internet que les enfants de Bérénice utilisent pour leurs devoirs quand ils rendent visite à grand-mère, l'argent que j'envoie chaque mois pour que maman puisse faire ses courses sans s'inquiéter de son revenu fixe. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde me fixait, et je pouvais voir le choc sur leur visage alors qu'ils réalisaient ce que je disais. Maman fut la première à retrouver sa voix, et quand elle le fit, elle tremblait de colère. « Comment oses-tu » dit-elle, ses mots calmes mais remplis de fureur. « Comment oses-tu t'asseoir là et nous jeter de l'argent à la figure comme si nous étions une sorte d'œuvre de charité ?» Elle se leva de sa chaise, les mains posées à plat sur la table, se penchant vers moi. « Tu penses que parce que tu envoies de l'argent, tu peux t'acheter une place dans cette famille? Tu penses que ton argent te rend meilleur que nous? » J'ai essayé de parler, mais elle n'avait pas fini. « Pendant 3 ans, tu as été trop occupée pour appeler, trop importante pour rendre visite, trop réussie pour te soucier de ce qui se passait dans nos vies. Et maintenant, tu débarques ici avec tes cadeaux chers, ta voiture de luxe et ton histoire de succès d'entreprise, agissant comme si tu nous faisais une faveur en nous honorant de ta présence. » Sandra hochait la tête vigoureusement. « Exactement, Jeanne. Tu as toujours été comme ça. Tu as toujours pensé que tu étais plus intelligente que nous, meilleure que nos vies simples. » « Ce n'est pas vrai, protestai-je. Mais Bérénice m'a coupé. « Vraiment? Tu es partie, tu as coupé les ponts, et maintenant tu penses que tu peux racheter ta place dans nos bonnes grâces. » J'avais l'impression de me noyer. Tout ce que j'essayais de faire, chaque façon dont j'essayais d'aider était tordue en quelque chose de laid et de manipulateur. Je n'ai jamais voulu acheter quoi que ce soit, dis-je, ma voix se brisant légèrement. Je voulais juste aider. Je pensais que si je pouvais faciliter les choses pour maman, si je pouvais contribuer financièrement comme je ne le pouvais pas quand j'étais plus jeune. Personne ne te l'a demandé, dit froidement maman. Personne n'avait besoin de ton argent. Nous nous en sortions très bien avant que tu ne décides de jouer le rôle de sauveuse de la famille. Renaud se tortilla mal à l'aise sur son siège, et je pouvais voir Pascal qui semblait vouloir disparaître.
Le rire des enfants depuis le salon semblait obscènement joyeux comparé à l'hostilité qui émanait de la salle à manger. Mais voilà le truc, dis-je en me levant de ce tabouret de cuisine humiliant. Vous ne vous en sortiez pas très bien. La compagnie d'électricité se fiche de votre fierté, maman. Le propriétaire non plus. Sandra eut un hoquet. Le propriétaire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne savait pas. Il n'avait aucune idée de l'ampleur de ce que j'avais couvert. Tu ne leur as pas dit, demandai-je à maman, vraiment surprise. Tu ne leur as pas dit que tu avais plus d'1 an de loyer de retard, que c'est moi qui le payais pour t'éviter d'être expulsé. La couleur quitta le visage de maman. Sandra regardait alternativement l'une et l'autre comme si elle assistait à un match de tennis. C'est impossible, dit Bérénice. Maman est propriétaire de cette maison. Non, dis-je doucement. Elle ne l'est plus. Plus depuis 2 ans. Elle a dû la vendre pour payer les frais médicaux après son opération. Vous vous souvenez de l'opération? Elle ne voulait inquiéter personne d'entre vous parce que vous avez tous vos propres familles à charge. Le silence était si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge dans la cuisine. Elle la loue au nouveau propriétaire, continuai-je. Et quand elle a pris du retard sur le loyer parce que sa retraite ne couvre pas tout, elle m'a appelé. Elle m'a demandé de l'aider, juste temporairement, juste le temps qu'elle se remette sur pied. Je regardais directement maman. Sauf que ce n'était pas temporaire, n'est-ce pas? C'est tous les mois depuis 2 ans. Les factures, les courses, l'assurance. J'ai tout couvert parce que tu disais que tu étais trop fière pour demander de l'aide aux autres. Le visage de Sandra était blanc. Maman, est-ce que c'est vrai? Maman ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Ce n'était pas censé être permanent. Je pensais que je pourrais m'en sortir. Mais tu aurais pu nous le dire, dit Bérénice, sa voix s'élevant. Tu aurais pu nous demander. Nous aurions pu aider. Vraiment? Demandai-je. Bérénice, tu subviens à tes besoins avec un salaire d'infirmière. Sandra, tu élèves 3 enfants avec un seul revenu parce que tu ne peux pas travailler à temps plein avec les besoins spéciaux de Thomas. Renaud, tu viens de démarrer ton entreprise avec Pascal. Est-ce que l'un d'entre vous aurait vraiment pu couvrir 1200 € de loyer par mois, plus les factures, plus les courses? Le calcul les a frappés comme un coup de poing. 1200 € par mois, c'était plus que ce que la plupart d'entre eux gagnaient en revenus disponibles. Je n'ai pas demandé d'aide pour vous faire sentir coupable, dis-je, ma voix se raffermissant. J'ai aidé parce que j'aime cette famille, parce que je voulais que maman soit en sécurité. Parce que je pensais que peut-être, si je pouvais contribuer de manière significative, j'aurais enfin une place ici. Mais maman n'écoutait plus les explications. Elle me fixait avec un mélange d'humiliation et de rage. Et quand elle parla, sa voix était glaciale. « Tu veux une place dans cette famille ?» dit-elle en me pointant directement du doigt. « Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, Jeanne. Tu ne mérites pas de siège à cette table. Tu penses que ton argent te rend importante, mais tout ce qu'il fait, c'est te rendre manipulatrice. Tu as tenu ça au-dessus de nos têtes, nous a rendus dépendants de toi pour que tu puisses te sentir supérieure. » L'accusation m'a frappée comme un coup physique. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » dit Sandra, sa voix s'élevant. « Tu disparais de nos vies, puis tu paies secrètement nos factures pour pouvoir nous le jeter à la figure quand on ne t'apprécie pas assez. » Je ne l'ai jamais jeté à la figure de personne jusqu'à ce moment, dis-je, ma propre colère se libérant enfin. Je ne l'ai jamais mentionné, jamais utilisé comme levier, jamais fait culpabiliser qui que ce soit. Je l'ai fait discrètement, sans attendre de louanges ou de gratitude, parce que c'est ce que la famille fait l'un pour l'autre. Non, dit maman en se levant et en me pointant à nouveau du doigt. La famille est présente. La famille appelle. La famille se soucie de plus que de simplement signer des chèques. Tu ne mérites pas de siège à cette table parce que tu ne l'as pas gagné. L'argent n'achète pas l'amour. Et il n'achète pas une famille. La pièce tournait. 3 ans d'espoir d'acceptation. 2 ans de sacrifice financier. Et tout se résumait à ça. J'étais toujours l'étrangère, toujours la fille qui n'avait pas sa place. Mais alors que je me tenais là, regardant les visages des gens que j'avais essayé si désespérément de satisfaire, quelque chose a changé en moi. La douleur était toujours là, mais en dessous se trouvait quelque chose de plus fort, la clarté. Je les ai regardés un par un, ces gens que j'avais désespérément essayé d'impressionner, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Ils avaient raison sur un point. L'argent ne pouvait pas m'acheter une place dans cette famille. Mais ils avaient tort sur tout le reste. Je me suis redressée, ma voix calme et claire quand j'ai parlé. Tu as absolument raison, maman. Je ne mérite pas de siège à cette table. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. Mais d'un autre côté, aucun de vous non plus.
Le choc sur leur visage fut immédiat. Vous voulez parler de mériter une place, d'être présent, de se soucier, continuai-je. Alors arrêtez de manger la nourriture que je paie. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une bombe qui venait d'exploser. Tout le monde me fixait, et je pus voir le moment exact où ils réalisèrent que je ne reculais pas, que je ne m'excusais pas, que je n'allais pas me replier dans le rôle de la fille reconnaissante qui devrait être heureuse des miettes d'acceptation qui lui jetaient. J'ai sorti mon téléphone, mes mains étonnamment stables malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. « Qu'est-ce que tu fais » demanda maman. Et pour la première fois de la soirée, il y avait de l'incertitude dans sa voix au lieu de la colère. « J'appelle ma banque, dis-je en parcourant mes contacts. Je vais annuler tous les virements automatiques que j'ai mis en place pour ce foyer. Sandra se leva rapidement. « Jeanne, ne sois pas ridicule. » Mais j'étais déjà en train de composer le numéro. « Bonjour, ici Jeanne Martin. Je dois annuler plusieurs virements automatiques immédiatement. »« Jeanne, raccroche ce téléphone, » dit maman. Mais la panique commençait à s'insinuer dans sa voix maintenant. « Oui, je patiente, » dis-je au conseiller bancaire. Puis je regardai directement ma mère. « Maman, tu as dit que personne n'avait demandé mon argent, n'est-ce pas? Que vous vous en sortiez très bien sans. Eh bien, maintenant vous pouvez le prouver. » Bérénice m'attrapa le bras. « C'est de la folie. Tu te comportes comme une enfant. » J'ai doucement retiré mon bras et j'ai repris la parole au téléphone. « Oui, je suis là. Je dois annuler le virement automatique du loyer à l'agence immobilière du Bois, 1 200 € par mois. Oui, avec effet immédiat. » Maman s'est rassise lourdement sur sa chaise. « Tu ne peux pas faire ça. Le paiement de la facture d'électricité à EDF, environ 300 € par mois, continuai-je au téléphone. Et l'allocation pour les courses à Marthe Martin, 400 € par mois. Jeanne, s'il te plaît, dit Sandra, et je pouvais entendre une peur réelle dans sa voix maintenant. Pense à ce que tu fais. J'y pense, dis-je en levant un doigt alors que le conseiller bancaire confirmait les annulations. Le paiement de l'Internet et du câble à Orange, 80 € par mois, et le paiement de l'assurance auto pour Renaud Martin, 150 € par mois. Le visage de Renaud est devenu blême. Mon assurance auto? Oui, ton assurance auto, dis-je, tenant toujours le téléphone. L'assurance qui te permet de conduire légalement pour aller sur tes chantiers. L'assurance que maman m'a demandé de couvrir parce que tu avais du mal à lancer ton entreprise. Je repris la parole au téléphone. Oui, annulez tout ça. Merci. En raccrochant, le silence dans la pièce était assourdissant. Tout le monde me regardait comme si je venais de mettre le feu à la maison. Voilà, dis-je en remettant mon téléphone dans mon sac à main. Problème résolu. Plus d'argent de la fille qui ne mérite pas de siège à la table. Vous pouvez tous retourner à votre vie ou vous vous en sortez très bien sans moi. Maman agrippait le bord de la table. Jeanne, tu ne comprends pas. Si tu arrêtes ces paiements. Quoi? Maman, si j'arrête ces paiements, que se passe-t-il? Vous êtes expulsée. L'électricité est coupée. Renaud ne peut pas aller travailler en voiture. Sandra ne peut pas utiliser Internet pour organiser les réunions de l'APE. Je regardais autour de la table, chacun d'entre eux. C'est drôle comme mon argent sans importance devient soudainement essentiel, n'est-ce pas? Sandra secouait la tête. Ce n'est pas juste. Tu nous punis tous parce que tes sentiments ont été blessés. Mes sentiments ont été blessés. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Sandra, j'ai envoyé plus de 2 000 € par mois à cette famille pendant 2 ans. 2 000 €. C'est 24 000 € par an. C'est 48 000 € au total que j'ai contribué pour maintenir cette famille à flot. Les chiffres les ont frappés comme des gifles individuelles. Je l'ai fait discrètement, sans fanfare, sans demander de gratitude ou de reconnaissance, continuai-je. Je l'ai fait parce que quand maman m'a appelé en pleurant à propos des factures médicales et de la situation de la maison, je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle ait peur, qu'elle soit sans abri ou qu'elle manque de nourriture. Bérénice commençait à pleurer. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas savoir, dis-je. C'était plus facile de me laisser être la mauvaise fille qui est partie et a oublié sa famille que de reconnaître que peut-être, juste peut-être, la mauvaise fille était celle qui empêchait cette famille de s'effondrer financièrement. Renaud a finalement trouvé sa voie. Jeanne, je n'avais aucune idée de tout ça. Si j'avais su. Si tu avais su quoi, Renaud? Tu m'aurais remercié? Tu aurais dit à Sandra et Bérénice de me traiter avec respect? Tu te serais assuré que j'ai une vraie chaise au dîner de la Toussaint? Il n'avait pas de réponse à cela. Voici ce qui va se passer, dis-je, ma voix calme et claire.
Je vais à mon hôtel. Oui, j'ai une chambre d'hôtel parce que j'ai appris il y a des années à ne pas supposer que j'étais la bienvenue pour passer la nuit dans cette maison. Demain, je repars pour Paris et vous allez tous vous débrouiller pour payer vos propres factures, comme les adultes indépendants et capables que vous m'avez dit être. Maman pleurait maintenant, mais ses larmes ne m'émouvaient plus comme elles l'auraient fait autrefois. Jeanne, s'il te plaît. On peut en parler. On peut trouver un arrangement. Trouver un arrangement pourquoi? Maman, tu as très clairement dit que mon argent ne m'achetait pas le respect, que mon succès n'avait pas d'importance, que mes efforts pour aider cette famille étaient manipulateurs et malvenus. Alors maintenant, tu n'as plus à te soucier de tout ça. Je me suis levée, prenant mon sac et mon manteau. Le loyer est dû le 1er du mois prochain. C'est dans 6 jours. La facture d'électricité est généralement due vers le 15. Vous voudrez les appeler pour mettre en place un échéancier de paiement. Sandra avait l'air désespérée maintenant. Jeanne, nous ne pouvons pas couvrir toutes ces dépenses. Tu sais que nous ne le pouvons pas. Alors je suppose que vous devrez faire ce que j'ai fait, dis-je. Débrouillez-vous. Soyez créatifs. Travaillez plus dur. Sacrifiez certaines choses que vous voulez pour les choses dont vous avez besoin. Vous savez, montrez un peu de ce dévouement familial et de cette sagesse pratique dont vous me faites la leçon toute la soirée. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée et maman m'a suivie, m'attrapant le bras. Jeanne, ne pars pas comme ça. Ne détruis pas cette famille par orgueil. Je me suis retournée pour la regarder, cette femme qui avait façonné tant de mon doute de soi et de mon besoin désespéré d'approbation. Je ne détruis rien, maman. J'arrête juste de me détruire moi-même. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel Mercure du centre-ville en silence, mes mains tremblant légèrement alors que je serrais le volant. La chambre d'hôtel de luxe que j'avais réservée ressemblait à un sanctuaire après le champ de bataille émotionnel que je venais de fuir. J'ai commandé le service en chambre, me suis versé un verre de vin du minibar et me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville de mon enfance. Mon téléphone a commencé à sonner vers 22 heures. Maman. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis Sandra a appelé. Messagerie vocale. Bérénice. Renaud. Même Pascal, qui me connaissait à peine, a essayé d'appeler. J'ai éteint mon téléphone et j'ai pris un long bain chaud, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, j'ai changé mon billet de TGV pour un horaire plus tôt, j'ai quitté l'hôtel et j'étais de retour à Paris avant midi. J'ai passé le week-end dans mon appartement, alternant entre un sentiment de libération et un sentiment terrible. Avais-je fait ce qu'il fallait? Avais-je été trop dur? Venais-je de détruire ma relation avec ma famille pour toujours? Le lundi matin a apporté une dose de réalité. J'avais du travail sur lequel me concentrer, une équipe à gérer, des délais à respecter. Cela faisait du bien d'être de retour dans un environnement où mes contributions étaient valorisées, où mes opinions comptaient, où j'avais gagné ma place par le mérite plutôt que par la biologie. Mais le mardi soir, mon téléphone a sonné. Maman. Cette fois, j'ai répondu. Jeanne. Sa voix était faible, incertaine. Salut, maman. On peut parler? Je veux dire, vraiment parler. J'ai attendu. Je suis allée à la banque aujourd'hui, a-t-elle continué. J'ai essayé de mettre en place les paiements pour le loyer et les factures. Ils m'ont dit quels seraient les montants mensuels. Elle a fait une pause et je pouvais l'entendre pleurer doucement. Je n'avais aucune idée que c'était autant. Je n'avais aucune idée de ce que tu couvrais. Je n'ai toujours pas parlé. Bérénice et Sandra sont venues cet après-midi. Nous nous sommes assises avec toutes les factures, avons essayé de comprendre comment les gérer entre nous quatre. Même avec la contribution de tout le monde. Ça va être serré. Vraiment serré. Maman, non. Laisse-moi finir. J'ai besoin de dire ça. Elle a pris une profonde inspiration tremblante. J'étais en colère contre toi pour les mauvaises raisons. J'étais en colère parce que je me sentais impuissante, parce que je ne pouvais plus prendre soin de ma propre famille comme avant, parce que je devais dépendre de quelqu'un et j'ai choisi de dépendre de l'enfant qui vivait le plus loin au lieu de demander à ceux qui étaient juste là. J'ai senti des larmes monter à mes propres yeux. J'avais honte, a-t-elle continué. Honte de ne pas pouvoir m'en sortir seule. Honte d'avoir besoin d'aide. Honte que la fille avec qui j'avais été la plus dure soit celle qui prenait soin de moi. Et au lieu d'être reconnaissante, je t'ai fait sentir que ton aide n'était pas assez bien, que tu n'étais pas assez bien. Nous pleurions toutes les deux maintenant. Je suis désolée, Jeanne. Je suis tellement, tellement désolée. Tu ne méritais rien de ce qui s'est passé à la Toussaint. Tu ne méritais pas de t'asseoir sur cet horrible tabouret de cuisine. Tu ne méritais pas que ton succès soit méprisé. Et tu ne méritais certainement pas qu'on te dise que tu n'as pas ta place dans cette famille.
Tu es celle qui a maintenu cette famille à flot. Et j'étais trop fière et trop effrayée pour l'admettre. J'ai essuyé mes yeux avec le dos de ma main. Maman, je n'ai jamais voulu que tu te sentes impuissante. Je voulais juste t'aider. Je le sais maintenant. Et je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait jeudi soir. Tu te protégeais, et tu avais tout à fait le droit de le faire. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois depuis des années. Maman m'a expliqué les factures médicales qui l'avaient forcé à vendre la maison, sa peur d'être un fardeau pour Sandra et Bérénice qui avaient déjà du mal, sa supposition que j'étais assez riche pour que mon aide ne me coûte pas vraiment grand-chose. Mais ça t'a coûté, n'est-ce pas? A-t-elle demandé. Pas seulement l'argent, mais le coût émotionnel de donner et donner sans aucune reconnaissance. Oui, ai-je admis. Je n'arrêtais pas de penser que si j'aidais assez, si je me prouvais assez, je finirais par gagner une place dans cette famille. Mais j'avais l'impression que plus je donnais, plus je devenais invisible. Ça s'arrête maintenant, dit fermement maman. Si tu es prête à nous aider à traverser ce désordre financier, ça va être différent. Plus de secrets, plus de honte, plus de prise pour acquis de tes contributions. Au cours des semaines suivantes, nous avons eu plusieurs réunions de famille, de vraies réunions où la situation de chacun était exposée honnêtement. Sandra a admis qu'elle avait été jalouse de ma réussite financière, tout en la ressentant simultanément. Bérénice a reconnu qu'elle avait été méprisante envers ma carrière, parce qu'elle se sentait sur la défensive par rapport à ses propres choix. Renaud a dit qu'il avait été trop intimidé par mon succès pour tendre la main et maintenir une relation. Nous avons élaboré un nouvel arrangement. J'ai accepté de continuer à aider avec les dépenses importantes, mais pas de porter tout le fardeau seul. Sandra a trouvé un emploi à temps partiel qui lui permettait de travailler en fonction des horaires des enfants. Bérénice a pris des gardes supplémentaires quand c'était possible. Renaud s'est engagé à couvrir sa propre assurance auto et à contribuer un montant fixe mensuel aux dépenses du foyer. Plus important encore, nous avons établi de nouvelles règles pour les interactions familiales. Ma carrière et mes choix de vie seraient respectés et célébrés comme ceux de tout le monde. Les dîners de famille auraient assez de chaises pour tout le monde. Les discussions financières seraient ouvertes et honnêtes, non cachées et honteuses. Ce n'était pas parfait immédiatement. Nous avons eu des revers, des disputes, des moments où les anciens schémas tentaient de se réaffirmer. Mais quelque chose de fondamental avait changé. J'avais appris à fixer des limites, à exiger le respect, à valoriser mes propres contributions. Et ma famille avait appris que l'amour sans reconnaissance n'est pas vraiment de l'amour. 6 mois plus tard, quand je suis rentrée pour le dîner d'anniversaire de Sandra, il y avait une vraie chaise qui m'attendait à table. Pas n'importe quelle chaise, mais la chaise à la droite de maman, à ce qui avait toujours été considéré comme la place d'honneur. En m'asseyant, maman m'a serré la main et a dit « Merci de nous avoir appris à te traiter. Merci de ne pas nous avoir abandonnés, même quand nous avions renoncé à nous-mêmes. » Cette Toussaint m'avait appris que parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir dire non. Parfois, il faut être prêt à perdre une relation pour la sauver. Et parfois, les personnes qui ont le plus besoin de vous sont celles qui vous prennent pour acquis le plus longtemps. L'amour sans limite devient de la complaisance. La générosité sans respect devient de la manipulation, même lorsque ce n'est pas l'intention. Et votre valeur n'est pas déterminée par combien vous donnez, mais par combien vous vous respectez vous-même. J'ai appris que je ne pouvais pas acheter ma place dans l'amour de ma famille, mais j'ai aussi appris que je n'avais pas à le faire. J'étais digne d'amour et de respect simplement parce que j'étais leur fille, leur sœur, leur membre de la famille. Et s'ils ne pouvaient pas le voir, alors le problème n'était pas moi. Mais à la fin, ils ont pu le voir. Il a juste fallu un moment de clarté absolue, une volonté de partir et le courage d'exiger mieux pour moi-même avant qu'ils ne puissent apprendre à le donner. Maintenant, je veux vous entendre. Vous êtes-vous déjà senti comme un étranger dans votre propre famille? Vous êtes-vous retrouvé à donner et donner sans recevoir le respect que vous méritez? Comment avez-vous géré cela? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, car je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu quelque chose comme ça. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur les relations familiales et la découverte de sa propre valeur. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de fixer des limites avec les personnes que vous aimez. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souvenez-vous, vous méritez un siège à chaque table où vous choisissez de vous asseoir. Ne laissez personne vous convaincre du contraire.